Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le Volvo XC40 Recharge. J'ai aussi fait l'essai de l'Infiniti QX80, un véhicule complètement à l'opposé du Volvo, 100% électrique contre un véhicule qui consomme et un V8. Donc, on va faire un petit peu la comparaison. Je reçois aussi M. Robert Poitier de la Corporation des concessionnaires du Québec. On va aussi aller voir les fabricants à venir. On en a fait quelques-uns. Cette fois-ci, on va parler de Lucide et Rivian. Nous allons aussi répondre à vos questions. Nous avons plusieurs nouvelles de l'industrie. Si vous voulez nous envoyer vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemag.tv. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Très bien. Alors, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. On a plusieurs sujets fort intéressants, mais le plus intéressant, évidemment, étant la nouvelle technologie, les nouvelles affaires. Volvo XC40 Recharge, Marc, tu es arrivé avec ce véhicule. Ton dernier véhicule électrique que tu as amené ici à Québec, ton voyage a été coup-ci, coup-ça. Comment s'est passé ton voyage avant de parler du véhicule? Écoute, je suis rendu bon en maths, là, parce que je calcule maintenant les pourcentages puis les distances, l'autonomie. Je suis rendu excellent. Sérieusement, il faut savoir que l'autonomie prévue, quand je suis parti de chez moi, on estimait à 220 km l'autonomie prévue, ce qui est largement inférieur à ce que le Volvo nous dit, hein, parce que normalement, c'est 360 ou à peu près. Donc, c'était vraiment, vraiment largement inférieur, malgré qu'il était chargé à 99 98 Finalement, quand je suis arrivé à Québec, qui était à 200 km, donc je me disais, je vais encore arriver avec la peau des dents, mais il me restait quand même 60 km d'autonomie. Ce qui veut dire que, en fait, le calcul effectué, évidemment, a été largement modifié par la température. La dernière fois, il faisait moins 25, là, il faisait plus 4. Quand même, il y a presque 30 degrés de différence. Autre élément, c'est qu'effectivement, Volvo nous annonce une consommation moyenne de 24,5 kWh au 100 km, normalement. Moi, j'ai maintenu une moyenne de 27 à peu près. Ce qui est quand même très, très bon parce que, je répète, vitesse d'autoroute, donc évidemment, pas de freinage, pas de régénération, rien de tout ça. Et ça a fait tout à fait le travail. Je me suis emmené sans même me poser la question. Évidemment, il y aura une recharge avant de partir, mais la dernière fois, je vous rappelle que j'ai eu besoin d'1h45 de recharge pour faire l'aller-retour. Cette fois, si tout va bien, je devrais avoir besoin d'à peu près 25 minutes et être capable de rentrer à la maison. C'est déjà pas mal plus raisonnable. Bien, juste pour finir sur ce véhicule-là, évidemment, on va parler du rendement. On n'a pas besoin de parler du design parce que c'est le design du XC40 ou à peu près, là, donc avec très peu de modifications intérieures-extérieures. D'ailleurs, un des beaux designs encore actuels dans l'industrie automobile. Est-ce que les batteries viennent jouer beaucoup sur le comportement du véhicule? Bien, en fait, oui, un peu, parce que malgré le fait que c'est quand même un véhicule qui est très puissant, hein, on a 2 moteurs électriques pour avoir le rouage intégral, 2 moteurs de 201 chevaux, ça fait quand même 402 chevaux. Tu n'as pas cette sensation-là, évidemment, quand tu accélères. Oui, c'est un véhicule qui a quand même une certaine vélocité, une certaine nervosité en accélération, mais clairement, le poids est une alternative importante quand tu fais des accélérations. Là où j'ai été étonné, cependant, c'est au niveau du comportement dynamique du véhicule. Évidemment, ce n'est pas un véhicule de sport, hein, mais malgré tout, dans des routes un peu plus accidentées, routes de campagne notamment, où je l'ai testé, bien, honnêtement, dans les courbes, on n'est pas trop désavantagé par le poids parce que les batteries étant situées très basses, centre de gravité très bas, donc ça n'affecte pas. Donc oui, au niveau de la puissance, non au niveau de la conduite par rapport au poids supplémentaire. C'est quand même un véhicule qui fait 4000 livres, il faut le dire. Oui. Moi, je pense qu'aussi, quand tu parles au niveau d'autonomie, fort probablement que ton autonomie était ajustée selon l'autre conducteur qu'il y avait auparavant et selon la vitesse, etc., etc. Alors, ça te donnait l'autonomie que tu as eue actuellement. Mais moi, je pense que ces types de véhicules-là, au niveau rendement, c'est devenu acceptable. On est en train de s'adapter à ça. Et quand on rencontre les gens, ça ils disent, vous parlez juste de voitures électriques maintenant. C'est juste ça qui s'en vient d'intéressant, de nouveau, de moderne. Mais c'est un véhicule drôlement intéressant. Au niveau carrosserie, comme tu disais tout à l'heure, ça n'a pas changé, sauf l'avant qui a changé, que la grille a disparu, qu'on a mis un genre de plaque qui est joli quand même. Mais au niveau du coffre, eux autres, il y avait du coffre. Il y a un beau coffre carré. Alors, si on voulait mettre des choses à l'intérieur, c'était correct. Mais quand je regarde le tableau de bord, l'intérieur, j'aime l'intérieur encore. Mais quand je regarde qu'est-ce que les Coréens font au niveau des intérieurs, je me dis,
Calique, il faut que les Suédois embrayent, là, puis ça commence à presser. Là. C'est sûr que là, on est dans le mode suédois très épuré. Hein. Oui. On a voulu conserver un grand écran central, un peu ce que Volvo nous présentait. Par contre, à l'instar de Polestar, on est maintenant rendu avec le système d'infodivertissement qui est géré par Google. Oui, oui. Bon, il faut faire attention. La version que moi j'ai, c'est une version qui a l'ancienne version. C'est plate à dire, là. Il n'a comme pas été mis à jour. J'ai la version 1.8. Ça ne vous dit rien, mais quand vous faites des recherches sur Internet, vous vous rendez compte que souvent, ce système-là plante. Ça m'est arrivé d'ailleurs 2 fois depuis le début de mon essai où le système s'éteint littéralement puis il se rallume au bout de 2-3 secondes. Il y a une mise à jour qui a été faite. Donc, les nouveaux véhicules que les gens vont acheter auront la nouvelle mise à jour et n'auront plus ce problème-là vraisemblablement. Mais moi, je l'ai eu et là, tu apprends à vivre avec l'ergonomie de ça. Beaucoup de commandes vocales parce que si tu commences à chercher, et là, Jacques, je te rejoins, si tu commences à chercher là-dedans, dans les menus pour savoir qu'est-ce que tu as besoin, tu en as pour 2 heures à trouver. Ça m'a pris, sans blague, là, ça m'a pris 15 minutes trouver comment activer la conduite à une seule pédale. Ça part bien. Imagine-toi pas de pédale. Imagine-toi pas de pédale. Si on veut parler un peu de la philosophie de Volvo on sait qu'ils ont lancé Polestar, qui sont des véhicules électriques à part. Là, on amène un Volvo dans les salles de montre Volvo. Donc là, on vend des véhicules électriques sur 2 tableaux. C'est quoi la mise en marché de Volvo? C'est quoi l'avenir de Volvo, Marc? Si je le savais, là, je gagnerais des millions. Parce qu'on sait que là, c'est le XC40 Recharge. Va arriver dans quelques semaines le C40 Recharge, qui est en fait la même mécanique, mais avec une version coupée. De couper, oui. Donc, au lieu d'être un VUS. Parallèlement à ça, tu as Polestar, qui, tu l'as mentionné, arrive avec la Polestar 2, qui est un mini VUS à ion hatchback. Bref, on est là. Honnêtement, je ne comprends pas cette stratégie-là parce qu'on doit repartir complètement à zéro avec Polestar. Au départ, on se disait que ça va être une version très haut de gamme. Rappelez-vous, la Polestar 1, c'est un véhicule à 200 000 fibre de carbone, la totale. Mais la Polestar 2, c'est un véhicule qui se compare à ça. Alors, honnêtement, je ne comprends pas, à part le fait qu'au départ, il était associé avec Geely et que maintenant, Volvo rachète toutes les parts de Geely. Est-ce qu'ils vont intégrer les deux dans une seule et même salle de montre? Peut-être, ou ils veulent simplement utiliser Polestar comme étant un moyen de maximiser les ventes en ligne et tout ça, puis conserver Volvo de façon plus conservatrice avec des concessionnaires. Mais honnêtement, c'est vraiment pas clair. Puis j'ai posé la question à plusieurs reprises, puis j'ai toujours pas eu de réponse satisfaisante. Ah, c'est pas évident. Mais ça ferait-tu un peu comme Nissan fait, par exemple? Nissan ont leur gamme, leurs produits, et ils ont Infiniti. Je ne sais pas si c'est l'équivalent de ça qui est... Ça peut être l'équivalent, genre, mais pourquoi, ils ont 3 modèles, Volvo? Oui. Il y a 3 modèles. Il y a des concessionnaires établis qui, eux, bûchent, vendent du Volvo avec peu de véhicules modernes. C'était pas évident dans les 10 dernières années de vendre des véhicules Volvo. On a quand même réussi à rester en vie, entre guillemets. Là, maintenant qu'il y a des nouveaux produits, qu'on arrive avec des nouvelles technologies, on les sort des concessionnaires. Fait que ça, ce bout-là, moi, je trouve que c'est un peu difficile. Tandis qu'Infiniti, on a lancé tout simplement une nouvelle gamme avec des nouveaux concessionnaires. Tandis que là, on apporte seulement les produits puis on les envoie chez une nouvelle marque. Comme Marc dit, on aurait fait un haut de gamme parfait, j'aurais embarqué dans le bateau, mais là, je trouve ça un petit peu bizarre. Parce que techniquement, Infiniti, c'était supposé être ça à l'origine. Oui. C'est sûr que là, de plus en plus, les produits Nissan se raffinent, mais à l'origine, Nissan était le mainstream, là, la version pour monsieur, madame, tout le monde, puis Infiniti était la version haut de gamme. On n'a pas eu le succès escompté, mais c'est là-dessus qu'on misait pareil. Alors, chez Volvo, allez voir le Polestar 2, et honnêtement, vous allez vous retrouver dans un XC40 ou dans un C40, puis vous êtes dans le même... C'est ça. Mais vous êtes au même endroit, là. On a l'impression qu'il se pilote ses pieds. Là. Exactement. Autre sujet, j'ai essayé le Infiniti, parce qu'on parle d'Infiniti. Le QX80, qui est un spectre opposé complètement de ce qu'on vient de parler, avec son moteur 5.6 V8, 400 chevaux, qui peut remorquer 8500 livres. C'est un véhicule qui a, dans le marché, qui apporte rien de nouveau, évidemment. Même chez Infiniti, on a de la misère à croire qu'il est encore là, mais c'est un véhicule qui est encore là. Moi, je n'avais pas conduit la version améliorée, redessinée. Donc, à l'extérieur, on est resté à peu près dans les mêmes designs, mais un petit peu plus modernes. Mais l'intérieur, quelqu'un qui a besoin d'un gros véhicule puis beaucoup d'espace, là, on va chercher un côté beaucoup plus moderne dans la présentation. L'écran central,
bien intégré, de l'espace pour tous les passagers à l'intérieur. Et évidemment, lorsqu'on fait de la route, c'est là que ce véhicule-là prend tout son sens. La douceur de roulement, quand même, c'est assez exceptionnel. Mais il faut vraiment avoir besoin d'un gros véhicule. Et là, on se bat contre des géants de l'industrie du côté de chez Infiniti. On passe un petit peu inaperçu, mais au niveau fiabilité, on devrait quand même peut-être aller voir ce véhicule-là parce que ça vaut la peine. Mais au niveau consommation, là, on est à des années-lumière de qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui. Il faut avoir besoin d'un gros véhicule. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Bon, je disais à la blague que je n'ai pas encore eu ma réponse, ma deuxième hypothèque, payer l'essence. Mais j'ai vu effectivement l'intérieur. Et là, pour une fois, je dirais qu'effectivement, Infiniti nous amène dans un autre monde. Ouais. Puis c'est important parce qu'Infiniti a de la misère à se trouver une place sur le marché des véhicules de luxe. Ils sont en concurrence, tu l'as mentionné, avec des véhicules, les Cadillac Escalade de ce monde, les Lincoln Navigator, qui sont vraiment très performants au niveau esthétique et au niveau mécanique. Alors, effectivement, il va falloir qu'Infiniti pousse un peu plus fort là-dessus. Sauf, comme je te dis, je ne l'ai pas conduit, je l'ai juste vu, je me suis assis à l'intérieur. C'est un magnifique véhicule, cependant. Puis c'est-tu un véhicule qui a encore de la place pour quelques années? Parce que avec la grosseur du moteur qu'il y a dedans et l'économie qu'il y a de rattacher après ça. Quoi qu'il faut dire que Cadillac n'est pas vraiment plus économique et Navigator non plus. Non, bien, c'est encore l'ancienne génération de motorisation. Mais il y a un marché pour ça, du côté américain surtout. Bien, je pense que c'est là. On veut le garder pour le côté américain, puis on va en vendre quelques-uns ici à 84 000 prix de départ, évidemment. C'est quand même assez dispendieux, mais on a mis le luxe enfin pour se battre avec les autres. Ouais. Probablement que du côté de chez Infiniti, on va réussir. Merci, messieurs. On se reparle plus tard. Ouais. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et on vous revient rester avec nous.